Bonjour, comme promis, je vous emmène dans cette série d'interviews à la rencontre de plusieurs artistes de différentes disciplines qui m'ont fait l'amitié de répondre à des questions sur un thème qui m'est cher, l'art comme philosophie de vie. Qu'est-ce que nous apprend l'art? Que ce soit en tant que spectateur, ou en tant qu'artiste, ou encore que pratiquant d'une discipline artistique. Dans cette série de 5 vidéos, nous allons à chaque fois explorer la question avec notre invité. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en présence de Sabine Jehin qui a bien voulu répondre à mes petites questions sur la thématique de l'art comme philosophie de vie. Alors, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais? Alors, qui je suis en quelques mots? Je suis ce qu'on pourrait appeler coach de vie et artiste intuitive. En quoi ça consiste pour moi? En quoi consiste l'accompagnement que je propose? C'est un accompagnement qui conjugue à la fois la sensibilité, ma sensibilité à l'autre, mon expérience et en même temps mes recherches intérieures. La mise en forme de ce ressenti se fait par l'écriture. C'est un écrit vibratoire que je propose à l'autre et dans lequel je vais laisser couler l'information qui est le reflet de la beauté de son âme, ce reflet qui est venu en présence de la personne. Et c'est grâce à ce texte qui est de nature poétique que je vais pouvoir lui proposer de rencontrer l'être divin en elle, en la personne qui se trouve là et qui est à un moment carrefour de sa vie le plus souvent. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se pose la question de savoir mais qui je suis et vers où je vais. Donc c'est souvent dans ces contextes qu'on vient consulter, rencontrer entre guillemets coach, mais le mot coach c'est un mot qui est un peu banalisé et qui en fait dépend vraiment d'après mon expérience de la personne que l'on rencontre. Et c'est pour ça que cette dimension de coach intuitif, c'est autre chose que toute la méthodologie du coaching qu'on peut étudier dans les écoles. Donc ça peut être un appui, ça peut être un soutien et pour moi, ça fonctionne différemment. C'est vraiment au contact de la personne que les choses viennent et en même temps que l'art vient soutenir la sensibilité artistique qui vient soutenir cet accompagnement. Voilà, pour en quelques mots, qui je suis, ce que je propose. Est-ce que pour toi, est-ce que tu penses que l'art, qu'on soit spectateur, lecteur, là, puisqu'on parle d'écriture, que l'on ait une pratique artistique et créative, constitue une source d'enseignement, de formation de l'être, voire même peut-être une philosophie de vie? Pour moi, l'art est une sensibilité. Quand on a cette sensibilité, ça peut devenir, avec un travail intérieur régulier, une philosophie de vie. Parce que l'art, en fait, c'est quoi? L'artiste, c'est celui qui va chercher le beau pour l'amener sur la terre et participer à plus de beauté sur la terre. Donc, ça devient une philosophie de vie. L'artiste d'aujourd'hui, quand on l'entend et qui dit ça me libère ou ça vient du fond des tripes, est-ce que c'est encore de l'art? C'est un art, mais est-ce que c'est encore de l'art? Est-ce que quand je me mets pieds nus, je mets mes pieds dans la peinture et je marche sur la toile et je dis voilà, super tableau. Et en même temps, un chat, il trouve une flaque de peinture, il met les pieds dedans, il traverse le tableau de la même façon. Qu'est-ce qu'on en pense? Le regard, c'est aussi l'artiste, le regard sur le monde. Mais est-ce que le regard suffit pour être de l'art? Ça aussi. Quelle est la profondeur? J'ai été professeur de lettres pendant jusqu'en 2013, donc je sais pas quoi ça fait, 20 ans, une vingtaine d'années. Donc j'étais au contact de beaucoup de textes littéraires. Donc l'art que j'ai connu, c'est l'art littéraire. J'ai découvert ces textes en même temps, ma sensibilité artistique et en même temps la dimension d'apporter du beau au monde me demandait de choisir ces textes, de pas apporter n'importe quoi, surtout devant des jeunes consciences, des jeunes âmes en chemin. Je voulais pas leur apporter quelque chose qui allait créer une impression, une marque qui aurait pu déformer justement la place de la beauté en eux. Je voulais respecter cette beauté le plus possible et la nourrir. Donc je cherchais des textes qui étaient en lien avec cette beauté, qui pouvaient éveiller, faire prendre conscience de la beauté d'eux-mêmes et de la beauté du monde. C'est aussi ce qui a été un peu compliqué parce que tout le monde ne pratique pas comme ça dans les classes. Bon, heureusement qu'il y en a quelques-uns quand même.
Donc on me disait, mais vous n'êtes pas un professeur comme les autres. Et j'ai dit, grâce à Dieu, merci. Chacun est comme il veut, comme il peut être. Et ce que je vous apporte, je suis très heureuse de vous l'apporter comme je vous l'apporte. Et d'ailleurs, on a créé des projets de classe avec justement cette dimension, c'est-à-dire que en même temps, je m'appuyais sur le programme, qui est le programme officiel, hein, que ce soit dans les classes des plus jeunes au collège ou que ce soit dans les classes des plus âgés au lycée ou même des adultes dans d'autres contextes. Mais je choisissais donc des textes du programme et depuis les textes du programme, je les invitais à pratiquer eux-mêmes ce qu'on était en train de découvrir. Donc, par exemple, quand on a étudié la poésie, la partie poésie, je les emmenais dans la nature. On allait cueillir des feuilles, cueillir des fruits, ou ramasser des objets qui leur parlaient. Et depuis l'objet, donc le fruit, la feuille, le coquillage qu'on trouvait, on était au bord de la mer, eh bien, on écrivait quelques lignes du profond ressenti au contact du trésor qui avait été ramassé. Et ensuite, avec l'aide d'une artiste plasticienne, qui elle aussi avait un peu cette dimension à l'époque, donc on avait fait un montage, on avait tendu des fils à linge et donc suspendu leurs petits trésors dans des sachets transparents. Et dessus, ils avaient sur un papier transparent aussi, comment ça s'appelle, c'est du celluloïd, je crois. Ils avaient écrit au stylo donc leur petit texte, et ça avait été une exposition sur les fils qui étaient tendus dans la salle d'exposition, et les parents étaient invités pour venir découvrir les écrits de leurs enfants, et eux étaient très fiers. Voilà. Donc on avait travaillé en même temps sur donc une poésie vécue de l'intérieur et pas une poésie qui est imposée de l'extérieur. Ça change complètement la donne. Et c'est aussi des gens comme comment il s'appelle, Freinet ou Steiner travaillent. C'est une éducation vivante. Voilà. Donc l'art pour moi est une philosophie de vie. Oui, une philosophie de vie. Ça va bien plus loin que ça. L'art pour moi permet justement de toucher l'âme et de permettre à l'âme de l'autre, à travers l'art, de s'éveiller et de se retrouver. Voilà ce que je peux dire vraiment. Pour moi, l'art, c'est quelque chose de très important parce que c'est vraiment le langage de l'âme quand il est vécu. Bien sûr, après, la technique est obligatoire et nécessaire parce que c'est la forme qui contient le parfum. Et sans la forme, on peut pas, comment dirais-je, partager sur la terre ce langage de l'âme. Donc maintenant, moi, ce que c'est devenu, parce que donc j'étais professeur de lettres, et au fur et à mesure, quand j'ai rencontré les limites de ce que je pouvais transmettre, j'ai compris que cette forme explosait, et ça a explosé, j'ai fait un burn-out, donc ça a implosé, et j'ai découvert que j'étais en fait enseignante de lettres, l'apostrophe. Voilà. Et donc vraiment qu'il était temps pour moi de commencer à parler à l'être et d'éveiller l'être en l'autre. Et comment je le fais? Je continue de me servir de la sensibilité et de l'écriture artistique. Mais l'écriture artistique, cette fois, s'est dégagée de la forme pour moi et devient beaucoup plus une musique. Et c'est là que les arts se rencontrent. Il n'y a pas uniquement l'art visuel, l'art littéraire, l'art musical, la danse et compagnie. J'ai d'ailleurs participé avec cette sensibilité à écrire du texte qui était en même temps joué par une musicienne qui était intuitive et en même temps dansé par une danseuse professionnelle, et tout ensemble crée une ambiance. Et à la fin de cette représentation qui était assez exceptionnelle pour nous et pour ceux qui ont pu être là, on a senti des présences invisibles. J'ai senti, pour tout dire, une rencontre avec un être très grand derrière moi à la fin de ce partage, cette célébration, je sais pas, un hommage à la beauté invisible présente et qui nous accompagne, comme un grand être qui me prenait derrière moi, qui était immense et qui me prenait dans ses ailes contre lui, et une sensation d'amour incroyable. Je pouvais juste rien dire, juste être dans la gratitude parce que il y avait rien d'autre, c'était immense. Et les petites artistes qui étaient là, elles-mêmes ont senti, et en face on m'a dit waouh. Et c'est vers là que tout être humain que nous sommes peut aller, et c'est vers là que j'ai envie d'accompagner les personnes que je rencontre. Ça va bien au-delà de la thérapie. C'est quelque chose qui est réaligné à l'être que nous sommes, au divin que nous sommes, chacun. L'art, comme j'ai envie de le partager, ça devient un pont entre le visible et l'invisible et permet cet alignement de chacun. C'est vraiment, c'est une dimension
qui n'est pas que voilà, jeter des couleurs ou des notes sur une portée. C'est bien plus que ça. D'accord, donc c'est pas une vision mécaniste et matérialiste. Ah, pas du tout, voilà. absolument pas. Okay, mais en tout cas, quand tu dis que voilà, pour toi les arts se rejoignent, mais il se trouve que je le rappelle pour la capsule, pour les auditeurs, justement dans le but de ce questionnaire là auquel tu réponds aujourd'hui, c'est de réunir différents artistes. Donc il y aura un musicien, il y aura une artisan d'art, etc. Justement pour montrer un petit peu comment les choses se rejoignent. Pour toi, quelles sont les 2 grandes leçons de vie que tu as apprises grâce à ta pratique d'écriture? C'est-à-dire que quand j'ai étudié l'art en tant que professeur de lettres, j'ai découvert les différentes techniques, les différentes approches. Je suis entrée à l'intérieur de la sensibilité des artistes que je choisissais. En même temps, je découvrais ma propre sensibilité d'artiste. Et je découvrais à travers des auteurs qui sont très connus, mais qui m'ont beaucoup touchée, et qui sont Charles Baudelaire et Victor Hugo, également Marcel Proust, que le poète, cette sensibilité qui vraiment va écouter la musique de la vie et qui va la dire en mots. Parce que le poète, c'est vraiment quelque chose d'un peu différent du romancier, quoique. Tout est possible, mais c'est plus visible, c'est plus accessible à travers l'art poétique. Quand Baudelaire dit justement qu'il veut, avec de la boue, faire du diamant, quand il écrit les fleurs du mal, ça veut dire qu'il est capable d'aller regarder le visible tel qu'il est pour découvrir la beauté de l'invisible. Et ça, c'est une des grandes leçons que j'ai découvert à travers l'art littéraire, c'est que l'art c'est un pont pour moi qui permet d'accéder à l'invisible, de le lire et en même temps de faire l'expérience de transmettre quelque chose. C'est les deux en même temps. C'est les grandes leçons. C'est comment est-ce que je deviens le plus transparente possible pour entendre l'invisible derrière le visible et le dire pour que l'autre puisse le recevoir de la façon la plus juste possible sans que le filtre des émotions ou le filtre d'autres choses intervienne et vienne troubler la beauté de la surface de l'invisible qui se dit et qui est la beauté de Dieu qui se dit. Voilà. Et quand je rencontre l'autre, c'est je choisis cette même transparence pour être au contact de la beauté de l'âme de l'autre, parce que ce qui me traverse, c'est que je ressens la beauté unique de l'être qui est en face de moi. La ressentant, j'en parle, c'est une façon de célébrer cette beauté unique. La nature qui me traverse, c'est de relier à l'unité à travers la beauté unique présente au cœur de l'être. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots étranges, mais en même temps très simples, parce que chaque être a une dominante. On est tous tout, et en même temps, il y a une dominante qui s'exprime à travers soi. Et cette dominante, ça peut être, je sais pas, la joie, ça peut être une sensation, on va dire, de transparence, une limpidité naturelle, un peu comme, bon, si je peux me permettre de parler de toi, c'est ce que je ressens. Je ressens cette nature, cette limpidité qui coule et qui coule joyeusement et qui ne se laisse pas en fait troubler par l'extérieur. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc quelqu'un qui a cette limpidité. Voilà, c'est ce que je ressens. Et ça se dit tout de suite. Ça se dit immédiatement. Voilà, c'est ça. Et en parlant de cette limpidité, par exemple, la personne va se sentir. Est-ce que tu te reconnais, par exemple, dans cette limpidité? Je crois. Puis après, on verra comment les auditeurs perçoivent. Bon, ça c'est juste pour avoir un exemple que je propose, comme ça. Les interventions, mais ce sera intéressant. Oui. Voilà, c'est juste un point d'ancrage. Donc cette limpidité. Donc à travers cette limpidité, quand on en parle, la personne se trouve reliée à quelque chose en elle. Et à ce divin en elle. Et depuis ce fil du divin, on est relié au divin globalement. Et on retrouve sa place dans le monde tel qu'il est. Et ça permet de pouvoir, comme une fleur à laquelle on remet un peu d'eau, elle se redresse. Elle peut ouvrir sa corolle et donner son parfum parce qu'elle se sent autorisée quelque part à donner son parfum.
Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est ça, relié à l'unité, c'est-à-dire trouver sa place dans l'unité, dans la globalité de la vie comme elle est sur Terre, et en célébrant la beauté unique, parce que l'art permet justement de dire avec les mots de l'âme la beauté de l'être que l'on rencontre. Voilà ce que je peux dire. Les grandes découvertes, c'est ça. C'est-à-dire l'art qui m'a permis de comprendre à travers les textes, par exemple, d'autres artistes, que justement il y a ce pont vers l'invisible, de le découvrir en soi. C'est ce qui s'est fait pour moi pendant toutes ces années de transmission autour des textes littéraires, et en même temps de devenir transparent pour pouvoir communiquer à son tour. Et c'est ce qui est la deuxième partie de vie, où je m'autorise en fait à communiquer depuis cette sensibilité artistique au service de plus de conscience dans le monde. Voilà comment pourquoi l'art a changé, en quoi ça change ma vie. Quel savoir-être as-tu pu développer grâce à ta pratique de l'écriture qui serait transposable dans le reste de la vie? Tu as presque répondu, mais si tu vois quelque chose à ajouter, ça peut être des savoir-être que tu as toi-même développés ou que tu as vu se développer chez les enfants à qui tu as transmis le goût pour la littérature et l'écriture. Moi, j'ai envie de dire, j'ai vu des enfants au contact de ma façon de transmettre justement cette littérature. Je pense à des enfants plus jeunes, mais aussi à des enfants plus âgés. Bon, je vais parler des plus jeunes, qui étaient tellement touchés par cette approche. Je me rappelle, dans les dernières années où j'ai enseigné, il y a un petit jeune qui est venu et qui s'est mis à genoux. On avait travaillé sur les chevaliers, mais aussi sur la science-fiction, et donc sur cet accès à tous les mondes possibles et aux grandes valeurs. Et qui, de façon très très sincère, lui et un autre de la classe, avaient préparé un pliage et m'ont offert dans leurs mains ce pliage comme un chevalier qui offre un cadeau à sa dame. Il y avait tellement de reconnaissance dans le regard de ces petites âmes que j'ai failli pleurer, et du moins j'ai retenu mes larmes d'émotion tellement c'était beau, ces âmes qui reconnaissaient ce qu'elles recevaient. Et je pense que savoir à travers l'art, nourrir l'âme, c'est quelque chose de très important. Et peut-être que le système éducatif aujourd'hui pourrait en bénéficier si on n'était pas en train de devenir à la recherche de rentabilité, de programmes à tout prix, d'économie, et de perdre en fait l'essence de la nourriture que l'on peut donner. Est-ce que l'échec du système éducatif actuel ne s'explique pas par l'oubli de cette dimension, et que sont l'évolution, la nourriture de l'âme? Est-ce que transmettre du savoir du seul point de vue culturel et intellectuel prépare une société capable de qualité relationnelle et douée du sens de responsabilité, qui serait consciente de son rôle, par exemple, à l'égard de l'environnement? Est-ce que préparer dans les établissements scolaires des intellectuels purs et durs, comme ça l'est encore malheureusement, grâce à Dieu, quelques exceptions près sont déjà en train d'essayer de faire des choses, mais il y a tellement de burn-out chez les professeurs, ça vient pas de nulle part. C'est peut-être des professeurs qui essayaient justement d'apporter cette vie et qui ont rencontré tellement de murs aussi. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de priver les jeunes? Est-ce que donner la priorité aux résultats intellectuels, ce n'est pas la cause dans ce monde de la concurrence et de la guerre sans foi ni loi que l'on voit dans le monde? Est-ce que cette science sans conscience, pour reprendre Rabelais, qui n'est que ruine de l'âme il y a quelques siècles, n'est pas à l'origine de tous les déséquilibres planétaires que nous pouvons déplorer en ce moment? Voilà les grandes leçons. Donc heureusement, Victor Hugo, quand il dit qui parle de la dimension de la mystique humaine, et avec son écriture, qui est une musique qui vient tout droit des étoiles, n'était pas quelqu'un qui apportait déjà une caresse pour l'âme. Est-ce que ça ne mérite pas d'être transmis et dit dans les classes de littérature? Est-ce que c'est pas ça le plus important? Quand il parle, par exemple, du mendiant, à la fois, il va parler de la dimension humaine des misérables de son époque, mais ces misérables, ils existent toujours à notre époque. Donc, sensibiliser par l'art, donc à la beauté même de l'être qui vit dans des misères sociales épouvantables, ça fait pas partie de l'ouverture du cœur. Est-ce que certains qui ont renoncé à la vie matérielle et à son système comme il est ne sont pas comme ce mendiant avec un manteau piqué de 1000 trous par la lueur des braises et qui couvre l'âtre et qui semble un ciel noir étoilé?
Et quand il parle de ce manteau, il parle de Sabure où je voyais des constellations. Est-ce que c'est pas ça? C'est pas comme ça qu'on pourrait voir le monde et commencer à le changer? Voilà tout ce que je vois moi de cette dimension. C'est à travers cette comment dirais-je cette transfiguration qui se fait par le regard du poète. C'est le visionnaire qui se montre et qui aide l'humanité et le poète devient phare. Est-ce que le rôle du poète d'aujourd'hui c'est pas de devenir phare? Continuer ou redevenir ou autrement. On n'est plus au 19e siècle, mais il y a quand même des grands comme Le Clésio. Voilà, il y a quand même des grands auteurs qui n'est pas poète, mais qui a une écriture de roman, mais qui est très métaphorique et en même temps très profonde. Il a vraiment une dimension initiatique certaine et il y a des écrits qui sont adaptés. Comme La Ronde, je crois, c'était ça le titre, qui sont adaptés aux jeunes d'aujourd'hui. Là, par exemple, dans celui-ci, c'est Ailleurs. Il écrit c'est Philippe Solers qui parle de Le Clésio et qui dit que c'est de lui un grand-père chercheur d'or, un père parlant anglais, une mère née à Milly-la-Forêt, un enfant, lui, qui préfère, au large des côtes d'Afrique, rester dans sa cabine pour écrire, un adolescent qui croit d'abord que sa vocation est la bande dessinée, un corps pas comme les autres habité par la méditation et le rêve. Rien d'étroit, de mesquin, de faussement populiste, pas de ressentiment, d'esprit de vengeance, une ouverture sur la pensée et la poésie. L'histoire large, les couleurs du mythe, oui, il est décidément d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, c'est un grand auteur d'aujourd'hui qui mérite d'être connu et d'être lu. Parce qu'il s'appuie aussi sur des grands mythes, il parle aussi de ses voyages, il va vraiment dans le cœur de l'âme de l'être humain. Et il vient nous ouvrir sur justement l'invisible, puisque par exemple dans celui-ci, dans Raga, il va donc créer approche du continent invisible. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va lire à l'intérieur des choses et en même temps qui s'appuie sur du vécu. Donc voilà, est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, si on devient comme les poètes du 19e ou comme le Clésio, donc à notre époque, donc un des porteurs de ce message, on accepte d'être ce pont entre le visible et l'invisible, est-ce qu'on va pas changer et participer à une société qui sera plus consciente? Moi, j'en fais le pari, je veux dire, même si on peut pas le faire complètement, comment dirais-je, dans le monde scolaire, eh bien, peut-être qu'il y a d'autres voies. Peut-être que l'écriture en est une, l'écriture de romans, peut-être que l'accompagnement, comme moi et d'autres, parce que je ne suis pas la seule du tout à avancer sur ce chemin, peut-être que les âmes sont en train de découvrir justement comment devenir enseignant de l'être, comment devenir, on peut dire aussi sage-femme de l'être, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu cette fameuse herméneutique donc où on va accompagner l'âme à naître à elle-même. Est-ce que les thérapeutes, qui étaient aussi un mouvement spirituel, on le sait pas dans l'Antiquité. Mais les thérapeutes, c'était pas uniquement des soignants, des accompagnants thérapeutiques. Enfin, à notre sens, à nous, thérapeute, c'était une démarche spirituelle. Et ça, c'est réel. C'est à l'époque de Jésus, les thérapeutes étaient un courant initiatique. Donc, est-ce que c'est pas l'heure aujourd'hui, si on veut un petit peu apporter une beauté au monde, aider le monde à retrouver sa dimension? Est-ce que c'est pas le chemin qui nous est proposé d'être fait? Je sais pas. C'est tout ce qui m'a été inspiré, c'est cette beauté qui est nécessaire au monde pour sa conscience. Ramener, participer à faire descendre, venir cette beauté. Parce que cette beauté, voilà, c'est elle qui s'exprime. La beauté dont je parle, c'est pas n'importe quelle beauté, c'est la beauté vraiment du divin, celle qui s'exprime dans la grâce de l'enfant, ou qui s'exprime dans la maladresse attendrissante du petit animal qui commence à marcher, que ce soit donc le petit poulain ou un petit chat qui commence à marcher, ou alors qui s'exprime dans le parfum, la couleur d'une fleur. C'est cette beauté-là dont on parle, et qui est présente dans le cœur de chacun de nous aussi. Si on y fait attention, si on l'écoute, et si on sait l'entendre en l'autre. Peut-être qu'en s'entendant et en étant vigilant par rapport à cette beauté, on va avoir des rapports humains qui vont s'embellir. Parce qu'on ne va pas se comporter de la même façon envers l'autre si on a conscience de cette beauté. Et si l'autre a conscience de cette beauté en soi. C'est quelque chose qui me paraît essentiel. Cette beauté, c'est le reflet merveilleux des 1001 visages de Dieu dans le monde. Et c'est ce qui m'a été inspiré et qui me guide aujourd'hui. C'est à partir d'elle que j'ai envie de redonner
à l'être accès à cette dimension. Et on pourrait très bien imaginer un monde où on aurait eu la possibilité de se retrouver connecté, où chacun aurait eu la possibilité de se retrouver connecté à qui elle est à l'intérieur. Imaginons ce monde où chacun aurait la possibilité d'être consciemment la partie divine, la partie de Dieu qu'il est venu exprimer dans cette vie. Combien de sourires on rencontrerait autour de nous, combien de beautés rayonnantes seraient là autour de nous. Voir la multiplicité des visages de Dieu peupler le monde, n'est-ce pas là un idéal enthousiasmant? C'est à ce monde que j'ai envie de participer. Et comme le colibri de Pierre Rabhi, j'ai envie de dire, oui, je sais cela. Cela paraît impossible, improbable, même de réaliser ce monde. Je sais, mais je fais ma part, et ça me rend heureuse. Participer à l'expression de la beauté de l'autre, c'est pour moi participer à plus de bonheur, individuel et collectif, pour l'humanité. La beauté, pour moi, c'est un des critères du divin réalisé. Dieu est beau, et permettre à la beauté de rayonner, c'est déjà participer à ce que la terre devienne comme le ciel, à ce que le divin puisse venir résoudre notre existence, l'embellir. C'est commencer à préparer la nouvelle humanité que nous sommes déjà. Voilà ce que j'ai envie de dire depuis l'art et depuis ce que m'a apporté la beauté. Écoute, je te remercie. Là, ça a répondu à plusieurs questions, donc je ne vais pas te les reposer puisque par rapport aux questions que j'avais, là, tu y as répondu spontanément. Est-ce que tu considères important, du coup, je pense que la réponse sera oui, mais de s'entourer d'œuvres d'art, que ce soit de la musique, de la sculpture, de la peinture, ou d'aller à des expositions, des concerts, et pourquoi? Moi, ce que je pense, c'est vrai que s'entourer d'œuvres d'art, mais choisies, pas n'importe lesquelles, d'œuvres d'art qui éveillent quelque chose en nous de divin, parce que certaines œuvres nous donnent envie de nous battre, certaines œuvres nous déstructurent. Qu'il m'excuse, Picasso, c'est pas quelqu'un qui structure. Quand on regarde ses œuvres, comment se sent, je parle pas de certains, je parle de la majorité devant les tableaux de Picasso. Est-ce qu'on se sent pas un petit peu, j'ai envie de dire, écartelé? C'est pas une question de goût, là. C'est vraiment une question d'effet. D'effet sur celui qui regarde. C'est pour ça que choisir des œuvres qui vont transmettre quelque chose qui nous projette dans une paix, dans un ailleurs plus vaste, qui éveille en nous l'envie d'être un chevalier, par exemple, d'avoir envie de changer le monde. Voilà, ça oui, s'entourer d'œuvres comme ça, oui. De la même façon, en musique, si on écoute en musique certaines œuvres, on peut avoir envie, il y a des élans, même dans les êtres les plus peut-être plus conscients, il y a certaines œuvres qui peuvent éveiller des instincts très sexuels et très physiques. Et en musique, je parle parce que il y a dans des groupes, face à certains groupes, moi je pense, je sais pas quoi, à certains rockers, même à certains, ça éveille la violence, ça éveille le bas du corps. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire de cette façon? Parce que je dis pas que le bas du corps ne doit pas exister, non, au contraire, mais est-ce qu'il doit être réveillé pour avoir envie de rendre un monde encore plus violent qu'il est déjà. Bon, il y a d'autres musiques en revanche qui vont nous donner vraiment cette force et ils vont nous faire sentir quelque chose qui monte en soi et on va découvrir d'autres possibilités, d'autres paix, on va se sentir élargi, dilaté. Est-ce que c'est pas ces musiques qui vont nous encourager? Bon, je dis pas qu'il y a une seule musique qui va créer cette sensation, mais quand on écoute une musique, choisir ce qu'elle crée en soi, c'est essentiel. Et la même chose pour la peinture, la même chose pour n'importe quelle œuvre d'art. Donc quand une œuvre d'art, s'entourer d'œuvres d'art, oui, qui en soi, parce que ça peut pas être c'est pas forcément la même œuvre qui va créer le même état, qui vont encourager à éveiller l'harmonie, la paix, oui, bien sûr, ça me paraît évident. Mais avec discernement. Juste concernant Picasso, c'est vrai que j'ai toujours été étonnée parce qu'il a aussi déstructuré, entre guillemets, beaucoup de femmes qui l'ont côtoyé. Et quand on connaît un petit peu son histoire, et par contre, j'ai toujours été frappée par la profondeur de ses textes. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et le décalage qu'il y avait avec ses œuvres. Bon, voilà, c'était juste pour la petite parenthèse sur Picasso. Pour toi, est-ce que tout le monde est artiste, comme on l'entend souvent, ou est-ce que tu distingues le fait d'avoir une pratique artistique et le fait d'être un artiste? Et pourquoi?
Pour moi, on est tous artistes, mais on l'a plus ou moins développé. Voilà, parce que quand on prend la maternelle, on a plein d'enfants qui dessinent. Et ils dessinent joyeusement. Ils sont fiers d'eux, ils sont heureux. Il y a les enfants dansent, les enfants chantent. Donc l'être humain, il est artiste. Maintenant, le plus souvent, le sens artistique n'est pas encouragé plus tard. Voilà. Donc, il y a certains adultes qui se retrouvent avec une maturité, par exemple, de dessin, qui est celle qu'ils ont atteint quand ils avaient 6 ans. Voilà, c'est tout. Mais je parle de la pratique. Donc, ça veut dire tout être humain a la possibilité de développer son sens artistique. Maintenant, la sensibilité artistique, c'est encore autre chose. Il y a des êtres qui ont une sensibilité artistique qui est plus avancée que d'autres. C'est une maturité, j'ai envie de dire, artistique, qui fait que ils vont percevoir à travers le filtre de l'artiste le monde qui les entoure. Et ça a une grande valeur, ça aussi, parce que justement, cet œil de l'artiste dont on parlait, il voit le beau du monde. Et ce sont la fonction d'artiste aujourd'hui, c'est comme les Vestales de l'Antiquité, c'est les gardiens du beau. Ils ont cette mission, sinon la Terre serait dans un état pitoyable s'il n'y avait plus d'artistes. Parce que ce serait, surtout à notre époque où le matérialisme a pris tellement de place, sans les artistes, on aurait la guerre, on serait obligé de cadenasser les portes, et c'est déjà un peu en train de se faire, et ça c'est montré dans les films, certains films de science-fiction. Quand l'homme perd le contact avec l'âme, son âme et l'âme du monde, quelle nature en lui s'éveille? Est-ce que c'est pas, voilà, est-ce qu'il y a une société de prédateurs qui est là et qui attend, voilà. Donc pour moi, c'est primordial, l'artiste. Oui, c'est essentiel. Alors, qu'est-ce que tu penses de la dimension thérapeutique de l'art ou de la pratique artistique? Est-ce que pour toi, il y en a une déjà ou pas, ou voilà? Pour moi, la dimension thérapeutique de l'art, ça me paraît une évidence. Pourquoi? Parce que l'art, c'est l'harmonie. La santé, c'est quoi? C'est l'harmonie. Et donc, quand on vient encourager ou apporter de l'art à quelqu'un qui est en déséquilibre, intérieur ou physique, forcément, on lui donne à écouter le diapason de l'harmonie. Quelque part, ses cellules aussi l'entendent. Il y a quelque chose en lui qui se réaligne et qui permet justement de commencer la guérison. C'est l'expression de l'être tout entier qui crée l'œuvre. Et dans cette œuvre qui est créée, il y a à la fois les radiations de son intellect, ses idées, qui vont permettre d'avoir accès à une forme de connaissance, quelle que soit l'œuvre réalisée. Il y a aussi les émanations de son cœur. Il y a quand même de l'émotion. Choisissons les émotions, les sentiments les plus élevés possibles qui vont donc apporter cette chaleur au cœur de l'autre. Et il y a aussi la vibration du mouvement qui est la réalisation qui est faite dans l'œuvre et qui vient bousculer et apporter du mouvement, du changement dans le regard de celui qui regarde l'œuvre. Oui. Donc forcément, plus un artiste va être inspiré, plus un artiste va être attentif à vivre le plus possible en conscience. Voilà, ça c'est une dimension très importante. C'est pas n'importe quel artiste qui va pouvoir être thérapeute, mais plus lui-même travaillera à s'aligner avec l'harmonie dans sa vie et pas seulement dans son œuvre, et plus son œuvre va être porteuse d'harmonie et donc de guérison pour celui qui va la recevoir. Que ce soit l'écrivain, le peintre, le danseur, ou tous ensemble. Tous ensemble, c'est pas mal aussi. Parce que le même message, quand il est dit par celui qui est musicien, il va être dit avec une certaine vibration, une certaine fréquence. C'est vraiment la fréquence du verbe. Quand il est dit par l'image, il y a une autre fréquence qui va être donnée. Et quand il est dit par le mouvement, il y a encore une autre fréquence qui est donnée. Et quand on va mettre ensemble plusieurs artistes, c'est tout à fait probable que ce concert va nourrir entièrement l'être qui regarde le spectacle entier. Parce que tous ces corps vont être nourris. À la fois son corps physique, mais aussi son corps émotionnel, mais aussi son corps mental. Donc c'est très important. Oui. Sabine, je te remercie pour avoir répondu présente, pour répondre à toutes ces questions d'aussi belle manière et de manière aussi inspirante. J'espère que ça inspirera aussi les auditeurs. Quelle est ta prochaine actualité? Où est-ce qu'on peut lire tes textes ou te trouver
rentrer en contact avec toi? Je suis moi-même un tournant de vie, donc j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Dobrina, et donc sur laquelle je publie quelques textes que j'appelle brins de vie, qui sont des petites réflexions ressenties et justement qui sont dans cette ouverture, qui sont de la nourriture pour l'âme. Sur ma page Dobrina, on peut me contacter en message privé. Voilà. Donc ça, c'est le contact public le plus simple. Vous pouvez également entendre des interventions, quelques capsules que j'ai déjà publiées sur 108 empreintes. Sur mon nom, espace membre, Sabine G1. Et vous pouvez déjà écouter certaines choses, certaines réflexions, justement, pour aller un peu plus loin dans la conscience. Donc là, vous pouvez écouter, il y en aura d'autres qui sont en cours de préparation, et un site également est en train de se créer. Donc tout est en route. En tout cas, j'étais très heureuse de communiquer avec vous autour de l'art parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque c'est depuis le cœur en moi, depuis l'art que je vis, et je m'en aperçois de plus en plus. Eh bien, merci Sabine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, cette interview est maintenant terminée. Si vous avez envie de m'encourager ou d'encourager mon invité, vous pouvez cliquer sur le pouce en bas de la vidéo. Vous trouverez également en dessous de la vidéo, dans la description, les liens vers son site internet, sa page Facebook, etc. Et si vous voulez être tenu au courant lorsqu'une nouvelle vidéo sort et ne rien rater des prochaines interviews et sujets sur la chaîne, abonnez-vous. Mais d'ici là, n'oubliez pas de mettre et de saupoudrer de la beauté et de l'art dans votre vie.